Avocat au barreau de Lubumbashi et chercheur en droit constitutionnel, c'est bien ça? Justement. Alors, personnellement, que représente pour vous Lumumba et Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Les deux héros que vous venez de citer représentent beaucoup pour nous, la jeunesse congolaise aujourd'hui, parce que leur héritage continue à se faire parler et nous voudrions nous en approprier. Nous voulons aussi perpétrer les combats qui avaient été les leurs, parce que ce sont des gens très courageux. Ils ont donné leur vie pour que nous ayons cette liberté. Mzee Laurent Désiré Kabila, tout comme Emery Patrice Lumumba, représente beaucoup pour la jeunesse congolaise, parce que nous nous servons d'eux comme modèle. Parce qu'une société qui n'a point de modèle, c'est une société qui est appelée à disparaître, hein, comme disait Gobert. Nous ne sommes que des nez juissés sur les épaules des grands. Donc il constitue pour nous une véritable boussole, une lumière qui nous guide et qui guide nos pas chaque jour. Idéologiquement, quels sont leurs points communs, Lumumba et Laurent Désiré Kabila? Justement, sur le plan idéologique, les deux ont prôné la liberté. La liberté, mais aussi notre indépendance, tant politique qu'économique. Je vais vous rappeler que Lumumba a milité pour l'indépendance du territoire national, et par la suite, il avait estimé que l'indépendance qui venait de nous être accordée était un simulacre d'indépendance. Alors, c'est comme ça qu'il a milité pour que notre indépendance soit effective. Ça signifie sur le plan politique, sur le plan économique et sur même culturel. Hein, il disait que nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. Et Mzee Laurent, déjà qu'il avait promis à sa mère de poursuivre le combat de Lumumba, il a entamé le même combat. Il nous a demandé de ne jamais trahir le Congo, de défendre son intégrité et de rester debout. Dans le cas contraire, nous allons nous faire écrabouiller, nous allons nous faire écraser dans notre propre pays. Voilà, sur le plan idéologique, l'héritage que nous avons. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes agressés par des pays amis, pays frères, je vais dire. Si nous résistons jusqu'à ce jour, c'est parce que les jeunes se rappellent chaque jour des mots qui ont été prononcés par ces deux braves. Ils se rappellent, vous avez aujourd'hui les Wazalendo, qui constituent une force de plus, hein, qui milite pour que notre pays puisse se débarrasser totalement de tous ses ennemis internes et externes. Et concrètement, quel héritage Lumumba et Kabila, le père, ont légué à la jeunesse congolaise? Pour Mzee Laurent Désiré Kabila, il nous a demandé de nous prendre en charge. Il nous a demandé de ne jamais trahir le Congo. Il nous a demandé aussi, je me rappelle toujours de cette phrase où il traitait les autres d'une kermesse, des gens inutiles et corrompus. Et je vais rappeler ici que nous ne devons pas trahir la mémoire de ces gens, parce que si demain nous devons constituer cette société des gens inutiles et corrompus, c'est désastreux. Pour Emery Patrice Lumumba, il avait une conviction ferme. Il savait que même s'il n'existait point, les autres, c'est-à-dire nous, allons continuer les combats qu'il avait initiés. Il ne s'est soucié ni de sa famille, ni de sa femme. Il avait comme principale mission de nous donner une idéologie. Lumumba, c'est tout un esprit. Il nous a communiqué sa pensée politique, et cette pensée demeure jusqu'à ce jour. Je vous rappelle que lorsque le président tunisien était à Kinshasa, je crois en 2014, si ma mémoire ne me trahit pas, Moussef Manzouki, il a commencé par dire qu'ils ont été influencés. Lui particulièrement, il avait été fortement influencé par l'idéologie prônée par Emery Patrice Lumumba. C'est que Lumumba, c'est un patrimoine national, un patrimoine africain, voire universel. Alors, Lumumba et Laurent Désiré Kabila, dans l'au-delà, est-ce qu'ils peuvent être fiers du Congo d'aujourd'hui? S'ils peuvent être fiers du Congo d'aujourd'hui, des Congolais d'aujourd'hui, certainement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Je dois le dire. Si ces gens-là se réveillaient
et que l'on devait se regarder en face, est-ce qu'ils seront contents de nous? Est-ce que Mouzé ne va pas nous rappeler que nous sommes encore cette classe sociale inutile et corrompue? C'est ce que je crains. Si Mouzé se réveille aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas nous traiter de gens inutiles et corrompus? Si Emery Patrice Lumumba se réveille, comment il va nous traiter? Est-ce que nous ne sommes pas en train de trahir? Non. Ce que j'imagine, c'est que la volonté d'avancer est là. Il y a encore quelques obstacles, mais sur le plan mental, nous sommes suffisamment armés. Et nous sommes en train de faire face chaque jour, nous sommes en train de travailler pour sauter tous ces obstacles-là. Mais au moins, ils ne seront pas fiers. Au stade où nous sommes arrivés, s'ils doivent nous regarder, je crois qu'ils seront un tout petit peu déçus. Nous devons encore travailler pour mériter, parce qu'ils doivent quand même... Beaucoup travailler en tout cas. Beaucoup, beaucoup, parce que vous voyez une société, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est une société. Je suis tenté même de dire que est-ce que nous avons refusé de quitter les villages pour entrer dans la cité? Parce que quand vous regardez nos traits comportementaux, en tout cas nous donnons l'impression des gens, des citoyens qui ont refusé, bon je ne voudrais pas encore nous appeler citoyens, des gens qui refusent de quitter la jungle pour entrer dans la cité. Parce que dans la jungle, comme le mot l'indique, c'est un désordre indescriptible. Alors que dans la cité, vous voyez, il y a une sorte d'organisation. Nous traînons le pas. Mon vœu le plus ardent est de nous voir quitter les villages pour entrer dans la cité, là où il y a les règles. Quand vous allez là où il y a les règles, vous devez commencer par respecter les règles qui gouvernent la société. Tout à fait. Maître Didier Mangou, avec vous, nous allons aussi parler de l'actualité. C'est toujours d'actualité, la suspension du gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, accusé de fraude électorale. Le VPAM de l'Intérieur l'a suspendu. Jontini Ngobila qui conteste sa décision en tant que juriste. Est-ce que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait respecté la procédure? Bon, disons que je vais vraiment parler avec toute ma liberté des scientifiques sur les plans des droits. D'abord, avant d'y arriver, je vais quand même brosser un peu l'aspect politique. Vous savez, gouverneur de province suppose que vous avez été mandaté, que vous avez reçu la confiance des députés provinciaux. Et cette confiance est une notion qui ne peut pas s'apprécier sur le plan des droits. Ça, c'est de un. Le gouverneur Ngobila ne peut pas demander aux députés provinciaux de lui démontrer pourquoi ils doivent lui retirer la confiance. Parce que lorsque ces derniers ont voté en sa faveur, ils n'avaient pas non plus demandé pourquoi avez-vous voté pour moi. Mais néanmoins, si nous étions quand même dans cette société où les gens ont décidé de quitter le village pour entrer dans la cité, la première des choses pour lui aurait été de démissionner par honneur pour lui. Parce que ailleurs, là où les gens ont compris ce que c'est une société humaine, lorsque vous êtes impliqué dans des situations pas très bonnes, vous devez commencer par quitter les institutions publiques de l'État, démissionner pour vous concentrer sur les dossiers judiciaires qui vous engagent. Mais je vais rappeler ici, je crois avoir déjà été invité ici à plusieurs reprises pour parler sur la question, sur le plan des droits. Parce que les gens disent que nous allons devoir changer la Constitution, nous allons devoir modifier certaines lois. J'ai toujours pensé que le problème qui est le nôtre n'est pas forcément celui lié au texte. C'est beaucoup plus de son application. Les textes que nous avons ne sont pas mauvais, mais ils souffrent d'inapplication et d'inobservance. M. Jontini Ngobila peut-il se faire suspendre par le vice-premier ministre? Sur le plan des droits, madame, ça touche la forme républicaine. Le gouverneur ne peut pas, en principe, être bousculé par l'autorité centrale. Ici, je rappelle que la réforme de 2011, lorsque la Constitution de 2011 de 2006, je vais dire, lorsque cette Constitution avait été révisée en 2011, cette révision avait suscité beaucoup de critiques parce que beaucoup de gens avaient estimé que le fait de reconnaître au président de la République le pouvoir de révoquer un gouverneur était un peu beaucoup. Ça touchait à la forme républicaine de l'État.
Et seul le président, j'insiste, est dans les conditions encadrées par la loi. Seul le président peut révoquer, parce que les gens utilisent tous les termes de manière un peu abusive. Il y en a qui disent M. Gentini avait été suspendu, avait été révoqué. Non. En tout cas, le vice-premier ministre n'a pas qualité, ne peut pas, au regard de textes qui nous gouvernent jusqu'à ce jour. Alors, Gentini Ngobila a saisi le Premier ministre. Peut-il espérer une suite favorable? Oui, il peut toujours espérer, parce que là, je vais dire qu'il a fait un recours hiérarchique. Il est allé voir les supérieurs de celui qui l'a suspendu pour obtenir peut-être soit la réformulation, soit l'annulation de cette décision qui, du reste, ne respecte pas le prescrit fondamentaux. J'étais en train de dire ici, par honneur pour lui-même, il aurait pu démissionner, parce que c'est la moindre des choses. Lorsqu'on est cité dans des dossiers de fraude électorale, on doit quand même ne pas exercer un certain nombre de fonctions. Il peut obtenir gain de cause si jamais le Premier ministre considère que la décision les suspendant est irrégulière. Ce dernier a le droit, voire le devoir, de reformuler ou d'annuler pratiquement la décision du vice-premier ministre. Surtout que cette décision est un tout petit peu entachée d'une petite irrégularité, d'une attention, je ne sais pas, parce qu'en principe, c'est lui-même le vice-premier ministre qui devait prendre décision. Selon les avocats de M. Gentini, ils ont considéré que le vice-premier ministre, n'étant pas en dehors de la capitale, ne pouvait pas déléguer, parce que le pouvoir, c'est lui qui en détient. Il ne pouvait déléguer ses pouvoirs qu'en cas d'empêchement, lesquels empêchements devaient être constatés initialement. Mais les avocats ont estimé que, vu que le vice-premier ministre, il est dans la ville-province de Kinshasa, pourquoi a-t-il délégué ses pouvoirs à son vice? Vous voyez, vous savez, la procédure, c'est la sœur jumelle de la justice. Les fonds peut être ce qu'il est, mais dès lors que les formes procédurales ne sont pas respectées, là, c'est quand même un problème, parce que le droit lié à la défense, il est sacré. On ne peut pas y déroger. Alors, juridiquement, pour finir, comment mettre fin à ce bras de fer entre Gentini Ngobila et le vice-premier ministre de l'Intérieur? Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'aspect politique, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la confiance sur le plan politique ne peut pas s'apprécier devant les cours et tribunaux. La confiance est une notion purement politique. Par honneur et par respect pour lui-même, il aurait pu démissionner. Ceci garantirait sa crédibilité. Parce que quand quelqu'un démissionne, il cherche à se concentrer sur le vrai problème pour lequel il est traîné devant les juges, par exemple. N'ayant pas démissionné, voulant engager un bras de fer avec l'autorité centrale, parce que nous sommes dans un système politique où il faut faire allégeance pratiquement au président de la République, aux institutions centrales, je vais dire. Hein, si vous ne faites pas allégeance aux institutions centrales, vous n'y êtes pas. Vous serez écrabouillé, vous serez anéanti. Alors, je crois que politiquement, il n'a pas intérêt à engager ses bras de fer, politiquement. Même si, sur le plan des droits, il peut toujours se dire que la procédure n'a pas été respectée. Là, je le lui concède, parce que, en tant que juriste, quand je regarde la procédure, en tout cas, la procédure n'a pas été respectée. Il n'a qu'à se remettre dans sa famille politique, parce que pour qu'il soit gouverneur, il y a eu concours d'une volonté politique. Ça, c'est très important. Et lorsque cette volonté politique, qui a fait de lui gouverneur, estime qu'il n'est plus indiqué pour qu'il puisse présider à la destinée de la province, ça ne sert plus à rien de saisir le cours des tribunaux, parce que c'est une notion politique. Je crois que c'est ce qu'il faudra pour lui. Par honneur, il commence par démissionner. Le reste, c'est vrai, chaque jour, nous qui faisons des recherches sur le droit constitutionnel, nous souffrons énormément, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions. C'est pourquoi, même si on peut changer les lois demain, le plus grand problème, comme disait un professeur français, la constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme. On peut avoir toutes les meilleures lois, mais si on n'a pas la culture de mettre en application ces lois, la peine sera perdue d'avance. Alors, Maître Mangou, vous l'avez dit tout à l'heure, seul le président de la République peut mettre fin à ce bras de fer. Mais au cas où Gentini Ngobila est réhabilité, quelle cohabitation avec son vice, Gekoko?
C'est exactement ça le problème. Déjà, les constituants avaient pensé ceci. Il a considéré que lorsque le gouverneur tombe, c'est tout son gouvernement provincial qui tombe avec lui. C'est justement pour éviter ça, parce que dès lors que le gouverneur est remis en question, on ne peut pas justifier que son adjoint ou son ministre soit blanchi de quelque chose. Non. Si il est réhabilité, ce que je ne crois pas trop, parce que c'est une question de confiance, il me semble que cette confiance lui serait, je suis au conditionnel, déjà retirée, il me semble. Je ne vais rien affirmer parce que je ne rentre pas dans les débats politiques. Moi, je suis un chercheur en droit constitutionnel, comme vous l'avez dit. Et donc, s'il est réhabilité aujourd'hui, quelle sera la nature des rapports avec son adjoint qui, lui, avait déjà été confirmé? Je pourrais considérer, en tant que légaliste, que s'il est rétabli, ça signifie que la décision qui va intervenir va faire en sorte que l'adjoint qui a été confirmé puisse rentrer dans sa place initiale. Ça signifie qu'il doit redevenir comme vice-gouverneur, parce que j'ai vu quand même que le gouverneur est rentré dans son bureau. Quand il rentre dans son bureau, je me dis, est-ce qu'il y a une dualité à la tête de la province? Il est rentré dans son bureau pour 30 minutes et puis il est reparti. C'était que pour 30 minutes. C'est vous qui venez de m'en informer. Si c'est pour 30 minutes, alors... Donc il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler à la tête de la province. Alors la cohabitation, c'est la réussite. C'est ce que j'ai dit. Là, c'est une notion de alors, confiance. entre la justice et la politique, dans ce cas précis, qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est un grand problème. Les efforts qui sont entrepris par les scientifiques, les juristes à l'occurrence, c'est de détacher le droit à la politique, même si les deux ne sont pas facilement détachables. Le rôle du droit, c'est de réguler la société. C'est comme ça que vous avez même la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas là que pour les affaires judiciaires. Elle est aussi une juridiction politique. Même chez nous, on ne parle plus simplement du droit constitutionnel, mais on y ajoute droit constitutionnel et institutions politiques, parce qu'on considère que les deux ne peuvent être séparés. Alors, il y a un prof français qui avait écrit un livre, son disciple a par la suite contredit pratiquement, il a dit la politique, non, les droits tenus par la politique. Non, la politique tient les droits. Par la suite, son disciple a écrit la politique tient les droits. Ça signifie que l'effort de l'homme politique est de créer un environnement où il peut s'épanouir, où il peut jongler, manipuler les textes. C'est comme ça que vous voyez de temps à autre, même dans nos États africains, quand le chef de l'État arrive pratiquement à la fin de son mandat, on initie les tripatouillages, même si l'opportunité ne s'y prête pas. On initie la révision de la Constitution, on va vous dire que les choses sont en train d'évoluer, on doit interdire ceci, comme il y a cette idée d'homosexualité par exemple, on va vous dire on va marteler là-dessus. Donc les droits se voient être manipulés par la politique parce que les hommes politiques, ce sont eux qui contrôlent les appareils. Merci pour toutes ces précisions, Maître Didier Mangou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi et chercheur en droit constitutionnel. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de ce grand magazine Kinshasa Direct. Ne nous quittez pas. À 19 h, vous allez suivre la grande édition du journal avec Christopher Ochokum.